Bienvenue dans ce défi de la vérité un peu spécial. Je dis spécial car je reçois aujourd'hui Xavier Zalbert, le patron de François ainsi que le directeur de la publication de François. Bonjour Xavier. Bonjour. Donc aujourd'hui, le principe va être de tenter de faire justement une interview vérité, tel porte le nom de l'émission. Avant toute chose, j'aimerais faire un petit point d'anthologie, car il faut reconnaître que nous nous connaissons. Nous nous connaissons, nous échangeons suffisamment régulièrement pour dire que nous ne sommes pas des inconnus, donc c'est un premier point. Second point, c'est que j'ai également déjà travaillé avec François. Et enfin, le dernier point, c'est celui tout simplement que d'être dans le cadre d'une émission vérité du patron de François dans l'écho de François, on pourrait penser que cette interview pourrait virer un peu à l'autopromotion. Donc afin de se prémunir de cela, je vais préciser 3 points qui sont importants. Le premier, c'est que je suis indépendant à la rédaction, c'est-à-dire que je ne suis pas employé par François. Donc une fois que j'aurai terminé cette interview, je vais repartir des locaux. Le second point, c'est que j'ai refusé d'être payé. C'est-à-dire que je pense que pour pouvoir garder totalement ma liberté de parole, il est préférable que je ne sois pas payé. Et puis enfin, dans un dernier point, je tiens à préciser une chose qui est importante et que je fais à chaque fois, c'est que tu n'as pas eu les questions avant. Donc tu ne sais pas du tout de quoi sera fait cette interview. Donc voilà, une fois ces points posés, je pense qu'on peut partir sur de bonnes bases. Donc dernière chose, je te propose qu'on se tutoie, justement parce qu'on se connaît, on va pas faire semblant. Parfait. C'est parti Tout va alors. bien. Alors, je précise déjà que je suis un journaliste à l'ancienne, c'est-à-dire que je m'appuie toujours sur des notes. Je suis un peu à la Jean-Pierre Pernaut, paix à son âme qui vient de nous quitter. Pour faire cette interview, je me suis basé sur 3 documents. Le premier, c'est un édito de Nicolas Poincaré, donc sur BFM. Le second, c'est ton précédent défi de la vérité que tu avais fait ici avec, je recherche son nom, Christophe Kulikowski, exactement. Et le dernier document, c'est tout simplement la page Wikipédia de François. On va s'amuser. On va s'amuser, c'est certain. J'invite d'ailleurs tout le monde à rechercher ces 3 documents qui sont facilement disponibles sur Internet. Avant toute chose, je pense qu'il faut qu'on parte sur un point essentiel, c'est ta prise en main de François. Justement, dans l'édito de Nicolas Poincaré, en date du 26 janvier 2021, il y a plus d'un an donc, il explique, je cite, que tu as pris le contrôle de François après un bras de fer musclé contre ton associé. Qu'est-ce qu'il entend par bras de fer musclé ? D'abord, je suis content qu'on parle de cette interview, puisque j'ai jamais discuté ou été contacté par Monsieur Poincaré. Donc, si on parle de déontologie, on pourrait se dire qu'il aurait pu m'interroger de manière à respecter le contradictoire. Un bras de fer contre mon associé, je ne sais pas de quoi il s'agit, dans la mesure où on est à l'époque dans une thèse d'investissement. C'était un investissement que j'avais fait dans François, donc en 2015, où j'avais des actionnaires de la société qui m'avaient demandé de faire une analyse stratégique de là où on était avec cette société. Donc j'ai utilisé mon background de consultant en stratégie et j'ai fait une analyse stratégique, et au cours de cette analyse stratégique, il s'avérait que j'ai aussi considéré faire un investissement puisqu'il y avait un décalage entre les ambitions des actionnaires, ce qui était à l'époque proposé par le management, et donc j'ai fait une proposition d'un nouveau plan d'action stratégique pour l'entreprise. Donc tu vois pas du tout à quoi il fait écho ? Je ne vois pas à quoi il fait écho, si ce n'est que, comme dans tout conseil d'administration, il peut y avoir des désaccords sur des éléments stratégiques, mais je n'appelle pas ça un bras de fer. D'accord. Il y a aussi une image qui circule pas mal, et Nicolas Poincaré appuie bien dessus, c'est le fait que tu sois avant tout un entrepreneur qui souhaite faire du fric. Comment tu estimes cette image-là ? Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce qu'elle te paraît juste ? Est-ce qu'elle est fondée ? Est-ce qu'elle se base sur quelque chose ? C'est toujours pareil, quand on ne sait pas quoi dire, on va forcément essayer de taper dessus. Donc j'aime bien regarder les choses des 2 manières. La première des choses, c'est à un moment, j'ai pris une décision de faire un investissement dans une société qui s'appelait François Group, avec un business model, avec un plan d'affaires. Et ça, c'est une décision d'investissement. La deuxième décision, c'est la décision de m'investir dans François. Ce sont 2 choses qui sont complètement différentes. La première, c'est sur des critères, on va dire, d'ordre économique, capitalistique, puisque j'ai investi mon argent aussi, j'ai investi de l'argent dedans, dans cette entreprise, de manière à développer, avec une vision, développer un business dans le monde de l'information. M'investir dans François, c'est-à-dire y mettre mon temps et mes compétences, c'est fait dans un second temps, puisque ça ne s'est fait qu'en 2020, à partir du moment où on a été proche du confinement. Et là, c'est basé sur mes compétences. Je ne suis pas qu'un entrepreneur, je suis un scientifique de formation. J'ai écrit et publié dans des revues à comité de lecture. J'avais monté une société dans la dépollution de sol qui me donnait un certain, on va dire, background, notamment sur la toxicologie des molécules. Mais il faut quand même se dire une chose, c'est que François, ça a été une start-up.
Hein. On a racheté la marque, on a racheté les actifs de la société, y compris les archives, et on a dû recommencer de zéro. Donc, et c'est ce que j'ai fait dans ma vie. J'ai eu l'occasion et la chance de démarrer plusieurs entreprises. J'ai démarré une banque en ligne, ex nihilo, donc je savais ce que c'était. Et on va dire, mes compétences sont plutôt dans cette phase d'amorçage d'une entreprise. C'est l'apprendre, la conceptualiser, recruter des gens, mettre en place un plan d'affaires et surtout essayer de trouver un point d'équilibre de manière à pouvoir la rendre pérenne, cette entreprise. Et il me semble que ce qui se passe dans le monde des médias aujourd'hui, c'est que j'aimerais bien que quelqu'un puisse me montrer et avoir une discussion avec des journalistes, avec des analystes, de quels sont les business et les médias qui sont rentables aujourd'hui. Au sens, rentable ne veut pas dire gagner de l'argent pour servir les intérêts des actionnaires, ça veut dire asseoir son indépendance et son autonomie qui est si critique, puisque c'est même un des devoirs de la charte de Munich, l'indépendance et l'autonomie. Quand tu parles au début, tu dis « je ne suis pas rémunéré », c'est parce que tu veux asseoir ton indépendance. Et pour moi, il me semblait que c'était important de démontrer au travers de ce modèle économique qu'on était capable non seulement d'être autonome et indépendant, mais ça permet aussi de recruter, de former des journalistes et d'avoir Il y a un meilleur service. Un point important que tu répètes souvent aussi, c'est que tu ne veux pas recevoir de subventions de l'État. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui pour toi, est un point vraiment essentiel pour l'indépendance. Alors, les subventions ont des avantages et des inconvénients. En économie, la théorie des incitations, elle passe forcément par est-ce qu'on vous incite à faire quelque chose au travers d'une subvention. Donc ça peut avoir des avantages et il ne faut pas cracher dessus. Cependant, dans le monde des médias, c'est vraiment important de n'être inféodé à personne. La première des choses, c'est que si une subvention n'a aucune conséquence ou retour attendu, eh bien, il n'y a pas de problème. Donc si elle est donnée à ce qu'on va appeler à fond perdu. Par contre, ce qui se passe, c'est que dans le monde de l'information aujourd'hui, on a l'impression et le sentiment que les médias en France, il suffit de regarder vis-à-vis de l'étranger, les médias en France ont l'impression qu'ils reçoivent énormément de subventions et qu'il y a une forme d'alignement d'intérêts, de lien d'intérêts avec le pouvoir en place. Et je trouvais que de manière à asseoir l'indépendance, il valait mieux ne pas en avoir. Comme ça, on ne peut même pas se poser la question. Il y a un autre élément aussi qui joue pas mal sur cette image d'entrepreneur qui essaye de faire de l'argent, et Poincaré d'ailleurs appuie dessus, c'est le fait que tu aies fait partie de McKinsey, le fameux cabinet de conseil. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Quel était ton rôle au sein de McKinsey? Alors, j'ai commencé à travailler avec le cabinet McKinsey en 1989 jusqu'à 1996. J'ai eu plusieurs fonctions de consultant et de chef de projet dans cette entreprise. Principalement, j'ai travaillé dans le bureau de Londres, mais j'étais basé au bureau de Londres, mais j'ai eu l'occasion de rayonner quasiment dans tous les bureaux, dans une quarantaine de pays. Et donc, ça a été, on va dire, pour moi, une école de formation au sortir de mes études. J'ai appris énormément. J'ai eu l'occasion de travailler dans des industries diverses et variées, l'industrie pharmaceutique, des télécoms, de la banque. Tu faisais quoi concrètement? C'était quoi ton boulot? Eh bien, j'ai fait du conseil en stratégie. Le conseil en stratégie, c'est j'ai pu travailler sur, par exemple, le pricing, c'est-à-dire la modélisation du prix pour un nouveau médicament ou le pricing d'une nouvelle tarification de société de télécom, en l'occurrence. C'est vraiment tellement varié. Ça peut être une opération de fusion et d'acquisition entre deux sociétés, comme ça peut être des opérations de diminution de coûts, de réduction de coûts. Mais du coup, tu comprends que parce que tu as tenu ce rôle, on puisse justement te coller cette image d'entrepreneur qui cherche à faire du fric, parce que McKinsey est quand même pas connu pour sa philanthropie ou son humanisme. Alors, ça, c'est ce qu'on veut aujourd'hui faire dire à ce genre d'organisation. Il se trouve que déjà, quand on apprend, quand on est jeune analyste dans une société comme ça, l'objectif, c'est de bien faire son travail. On travaille pas 5 heures par jour, on travaille plutôt 20 heures par jour que 5 heures par jour, et on apprend énormément. On apprend plusieurs choses. C'est à la base de l'analyse factuelle, c'est aller chercher les faits, les analyser et essayer d'en faire sortir une quintessence. Donc ça, pas très loin du métier de journaliste, puisqu'on analyse des faits. La deuxième chose qu'on fait, c'est qu'on apprend à les résumer et à les communiquer, travailler avec ces éléments. Donc on a beaucoup reproché à McKinsey d'avoir joué un rôle dans cette crise, en essayant d'assister, que ce soit le ministre de la Santé ou le gouvernement ou diverses parties là-dedans. Mais parfois on peut prêter, c'est très facile de trouver un bouc émissaire et de ne pas vraiment, sans avoir vraiment l'information. Là, ce que je comprends, c'est que tu défends plutôt McKinsey. Non, je ne prends pas une défense, je considère Parce que McKinsey a quand même été pris dans des histoires où on sait qu'il y a eu des financements de McKinsey, ils n'ont pas apporté grand-chose pendant cette
cette crise. Moi, j'ai pas l'impression d'aller trop loin dans l'analyse en disant ça. C'est étayé maintenant, ce fait-là. Alors, c'est différent de dire, moi quand j'y étais, c'était jusqu'en 1996, il y a plus de 25 ans en arrière. D'accord. Donc une entreprise en 25 ans, elle peut avoir subi plusieurs mutations. Bien sûr. Ici, je vais pas prendre la défense de mon ancien employeur parce que je peux pas savoir exactement ce qui s'y passe aujourd'hui. Moi, je considère que c'était une chance d'avoir eu cette formation-là parce que ça me permet de savoir lire une grille stratégique, ça me permet de savoir lire et d'interpréter une stratégie telle qu'on a pu l'avoir au ministère de la Santé. Et c'est, je pense, un atout pour le journaliste que je suis aujourd'hui. Cependant, me coller cette étiquette 25 ans après, c'est un petit peu comme, on va dire, c'est un peu exagéré, je trouve. Donc, je pense que de la même manière que dire que le McKinsey des années 90 c'est la même société que le McKinsey des années 2020, je peux pas parler. Très bien, je pense que les choses sont claires là-dessus. J'aimerais avancer à présent. Dans l'édito de Nicolas Poincaré, il y a une chose qu'il dit. Il dit sur 400 journalistes de la grande époque de François, il n'en reste plus que 4 lorsque tu rachètes le titre. Et je cite une nouvelle fois ses propos. Il dit mais c'est encore 4 de trop. Ils seront licenciés un peu plus tard. Donc moi, la question que j'ai envie de te poser, c'est que restait-il en termes, parce que tu as déjà eu le temps de t'en expliquer, tu as dit que c'était en raison notamment d'un licenciement économique que les 4 journalistes avaient quitté la rédaction. Donc ma question est, qui restait-il à France Soir au moment où les 4 journalistes quittent la rédaction en termes de personnel? Il y a plusieurs questions, parce qu'en fait, il faut remettre les dates. Donc déjà, quand j'ai fait l'investissement, c'était aux alentours de 2015, il y avait une toute petite rédaction, et François éditait on va dire un France Soir sur iPad avec très peu de lecteurs. Il y avait 200 lecteurs et c'était très coûteux à produire, donc il n'y avait pas on va dire, de modèle économique là-dedans. Avec Hugues Perrier, on a relancé France Soir en ligne jusqu'en 2017, et là, il y avait une approche qui était trop traditionnel du média. C'est-à-dire que de mon point de vue, et c'est là où l'entrepreneur, le chef d'entreprise a parlé, je trouvais que ça allait pas assez loin. C'est-à-dire qu'on n'adressait pas vraiment le problème des lecteurs, on n'allait pas assez loin dans la notion participative ou collaborative du média tel qu'on l'a redéfini par la suite. Et donc, même dans une start-up, dans une phase de start-up, il y a plusieurs évolutions. On a eu à un moment donc une petite équipe rédactionnelle qui a, de leur point de vue, quand on était 8 dans l'entreprise, ils se sont retrouvés en se disant que on n'était plus une start-up. En fait, c'était la rédaction contre le reste du management ou le reste de l'entreprise. Et moi, personnellement, quand on est 8 dans une entreprise, j'avais jamais vu ça. Et je trouvais ça incroyable, c'est invraisemblable. Alors, on a recréé aujourd'hui une équipe, tout le monde est assis autour d'une table, on peut le voir ici, si jamais les gens veulent voir la rédaction, ils peuvent le voir. C'est la collégialité qui doit prévaloir dans une start-up, avec professionnalisme, avec indépendance, et je pense que, comme ils l'ont dit, il n'y avait jamais eu d'interaction avec le rôle que j'avais de directeur de la publication et la rédaction en tant que telle. Il y avait un désaccord stratégique. Il se trouvait qu'on n'avait toujours pas le modèle économique et on s'est donc séparés sur des raisons économiques. Donc, si je comprends bien, il y avait 8 personnes en tout à François à cette époque-là, dont 4 journalistes. Il y a eu une scission entre les points de vue du personnel, voilà, tout à fait. Et sur donc les 8 personnes, les 4 journalistes ont quitté François. Tu es donc resté avec 4 personnes numériquement à François. Voilà. Donc, est-ce que tu penses pas, même si on entend très bien les raisons que tu donnes, que ça aussi, ça contribue à cette image entrepreneur? Parce qu'on se dit, François, un journal, un titre de presse, et en fait, il se sépare sur 8 individus de 4 journalistes et seul journaliste. Est-ce que tu vois pas qu'il y a une antinomie, peut-être, par rapport à ça? Alors, si jamais il y avait eu 150 journalistes chez François, comme il s'est passé chez RT France ou dans d'autres rédactions, il suffit de regarder ce qui se passe dans la vie des affaires, que ce soit chez BFM, à l'AFP, il y a toujours eu des plans de licenciement ou dans les grands titres de presse. C'est une industrie qui est en constante évolution. Mais pas de là jusqu'à dire que BFM a été un média sans journaliste. Après, on peut critiquer la forme de journalisme, mais ce que je veux dire, c'est que jamais BFM s'est retrouvé sans aucun journaliste. Il n'y a jamais eu aucun journaliste chez François. C'est intéressant. Non, c'est-à-dire que même quand ces 4-là sont partis, il y avait encore des pigistes. Bien sûr, il y avait des pigistes. Et il y en a toujours eu. Le problème qu'il y avait, c'est que entre ceux qui sont allés dire dans les médias, qui d'ailleurs
je me suis jamais exprimé dans ces médias. J'ai jamais eu l'occasion, que ce soit sur France Info, où on a été assez attaqué sur ce sujet-là. C'est d'ailleurs peut-être une de mes erreurs. J'aurais dû peut-être m'exprimer parce que, en fin de compte, qui ne dit mot consent. Donc, on aurait peut-être dû clarifier ces éléments-là. D'ailleurs, Nicolas Poincaré fait son édito en janvier 2021. Tu confirmes qu'en janvier 2021, c'est des bêtises qu'il dit. Il y avait une rédaction. Tu pourrais nous dire à peu près combien de journalistes il y avait à peu près il y a un an, ici, entre les titulaires et les pigistes? Je dis, de toute façon, vu qu'à la fin du mois de janvier, on a eu le contrôle par la CPPAP de Roselyne Bachot, il y avait à l'époque 6 personnes dans la rédaction. On en reparlera un petit peu plus tard de Roselyne Bachot, d'accord. Alors après, il y a toujours cette éternelle question sur laquelle on nous attaque, sur les cartes de presse ou pas les cartes de presse. Ouais. Et moi, j'ai toujours dit une chose, c'est que, attention, quand je regarde les conditions d'obtention de la CPPAP, c'est qu'il faut avoir des salariés avec soit un contrat de travail qui correspond à la convention de la presse, soit une carte de presse. Tu l'as expliqué un peu plus tôt, tu arrives donc avec je vais le résumer comme ça, les mots seront peut-être pas les bons, mais une sorte de business plan pour essayer de mettre en place un François qui soit viable dans le temps, donc avec un projet qui est une sorte de mix entre justement un titre de presse classique et un titre qu'on qualifiera de plus participatif, donc c'est-à-dire avec un appel pour que les citoyens puissent intervenir s'ils le souhaitent dans les colonnes de François. Cette mue, elle est arrivée avant le Covid. Tout à fait. C'était en quelle année, tu peux le rappeler? La thèse que j'ai écrite, ce sujet-là, enfin thèse d'investissement et thèse elle date de 2017. 2017. Et c'est effectif à partir de quand? Ça a pris entre 2017 et 2020 pour le mettre en place, quoi. D'accord. Il fallait définir les éléments de ce que on voulait appeler le journalisme participatif et collaboratif. J'ai regardé beaucoup de choses qui se passaient à l'étranger. J'ai regardé ce qui se passait sur les Agora, sur Medium, sur plein de sites. J'avais des amis qui aux États-Unis où j'ai quand même bossé pas mal de temps, qui avaient déjà développé ce genre de médias, et j'ai regardé. Pas forcément les meilleures pratiques, mais j'ai regardé ce qui se pratiquait. Surtout, ce que j'ai fait, c'est que j'ai posé des questions à beaucoup de lecteurs, et j'ai posé des questions à beaucoup d'individus qui n'avaient plus accès aux médias. Des professeurs d'université qui écrivaient, qui avaient du mal à se faire publier, des gens qui étaient, on va dire, des sachants dans certaines industries, et ils avaient du mal à se faire publier parce que soit leur papier était trop complexe, soit tout simplement les rédactions ne répondaient pas. Donc, la genèse, on va dire, de ce nouveau François est vraiment partie du lecteur. Et ce qui est assez intéressant, c'est que Pierre Lazareff avait dit que l'important d'un journal, c'est d'être lu. Et de par mon passé de consultant, on avait toujours dit à nos clients à l'époque, nos clients institutionnels, que le plus important, c'était le client. Donc, naturellement, je me tourne vers le lecteur, je me tourne vers le contributeur, et j'essaye de trouver une équation entre une rédaction professionnelle, un système technologique, des lecteurs, et il faut trouver un mariage qui soit d'intérêt pour tout le monde, parce qu'il faut que ce soit lu, il faut que les papiers soient de bonne qualité, et qu'on puisse quelque part trouver un modèle économique. Aujourd'hui, au jour le jour, François gagne de l'argent, François est indépendant, et je le dis d'abord, c'est grâce aux lecteurs, puisque c'est grâce aux contributeurs qui sont les donateurs de François, qui nous aident à amener cette information. On a assis cette indépendance sur bien faire notre travail, bien informer. C'est ça peut-être qui dérange, mais du coup, ça me permet, moi, d'être totalement indépendant. L'investisseur que j'ai été à un moment n'a bien moins à dire, puisque le business n'est pas structurellement déficitaire, c'est-à-dire que je n'ai pas à remettre de l'argent, le business n'est pas dépendant des investisseurs, il est dépendant de bien faire son travail et de satisfaire ses lecteurs. Et il nous le rend au centuple. Il suffit de regarder le nombre de commentaires, le taux d'engagement qu'on a avec les lecteurs, le nombre de personnes qui nous écrivent en nous disant « là, vous avez fait une petite erreur » ou « là, la formule est incomplète ». Il y a toujours des coquilles qui passent. Ça, à la limite, c'est un travail de secrétariat de rédaction. On ne devrait pas... Après, il y a des gens qui nous demandent d'aller bien plus loin dans certaines analyses. Aujourd'hui, on nous propose des analyses complètes. On nous propose des enquêtes. Avec des gens qui nous amènent des informations. On n'est même plus capable de traiter toutes ces informations. Et c'est l'inverse. Maintenant, on nous crie dessus parce qu'on ne répond pas assez vite à certains des emails. Donc, on a vraiment un business. On a vraiment une entreprise de presse. On a une entreprise de médias. Et c'est ça, on va dire, c'est de cela dont on peut tirer satisfaction aujourd'hui. Et je pense que quand j'en discute avec l'équipe,
s'il y a une grosse différence entre 2020 et aujourd'hui, c'est qu'en 2020, on était encore en train de chercher le modèle. Aujourd'hui, on a ce modèle, mais ce n'est pas un modèle pour gagner de l'argent, c'est un modèle pour informer les gens. On a le sentiment que le modèle François, là, tel que tu es en train de le décrire, a véritablement explosé pendant la période Covid. Est-ce que je me trompe si je dis ça? Tout à fait. Est-ce que Il a pris justement, sa avant le pleine Covid, quintessence. mais est-ce qu'il fonctionnait déjà? Est-ce que tu avais remarqué des signes qui montraient que ce modèle était viable Oui. avant le Covid, donc Oui. avant ce Oui. besoin d'information Oui. un peu différente? D'ailleurs, c'était un des sujets de discussion avec la rédac, c'est que quand je me suis aperçu qu'on faisait du média à l'ancienne, qui était du fait divers, parce que François, il faut quand même regarder que c'était une cathédrale, il manquait quand même quelque chose. On n'avait pas un public, on n'avait pas une audience. Et pour moi, ce qui fait un journal, c'est avant tout son audience, c'est avant tout qu'il faut trouver son audience. Fidéliser. Pas forcément, il faut trouver son audience, sa tonalité, son angle, son esprit d'analyse. Et là, on était toujours en train de recherche. C'est, comme je dis, la start-up, c'est un processus itératif où on va chercher petit à petit le positionnement. Alors on pense qu'une rédaction, ça ne doit pas évoluer, mais il suffit de regarder les lignes éditoriales de plein de rédactions ont évolué, et d'ailleurs fort heureusement, puisque les temps évoluent. Il suffit de regarder certains des concurrents comme Libération, qui pensaient que Libération prendrait on va dire, ne prendrait pas le contre-pied du gouvernement en place et constamment suivrait le gouvernement dans cette crise. C'est du jamais vu. Donc en fait, les lignes éditoriales ont évolué, les positions ont changé. Et nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de donner la parole aux Français, de donner la parole aux contributeurs. Et comme il y avait le confinement, les gens avaient du temps. Donc en fait, on a commencé à vraiment interagir à ce moment-là. Et j'avais à un moment, je crois, plus de 1000 personnes qui me harcelaient pour pouvoir publier parce qu'ils avaient du temps. Et harceler, c'est peut-être un trop grand mot, mais si jamais je leur répondais pas dans le quart d'heure ou la demi-heure, leur papier était le plus important. Et donc il y avait un véritable engouement. D'ailleurs, j'avais dit à l'équipe à l'époque, vous ne vous rendez pas compte de ce qui est en train de se passer. En fait, il y avait je voyais cet engouement des lecteurs pour publier, et à l'époque, l'équipe ne se rendait pas compte. On s'en rendait pas vraiment. Palpable. C'était pas palpable. Et c'est ça un peu le rôle on va dire, du chef d'entreprise et de l'entrepreneur, c'est d'anticiper ces tendances et justement de les mettre en place. Et je pense que c'est un peu mon point fort en tant qu'entrepreneur, c'était de pouvoir avoir une vision et l'exécuter. Et c'est ce qu'on a exécuté. Et j'ai aidé l'équipe, j'ai accompagné l'équipe à mettre en place ce nouveau François, François, c'est un titre historique, c'est une cathédrale, ça a un ADN de média, mais il fallait trouver le nouveau François. Et d'ailleurs, on nous l'a reproché, puisqu'on nous a dit que François n'est plus un média, mais François, c'est toujours un média. On a un agrément de la commission mixte paritaire. On en parlera aussi de toute façon. C'est toujours un média, et il fallait respecter des codes. Alors, au début, on n'a peut-être pas respecté le code génétique qu'on attend dans les médias, l'ADN. Donc, on parle beaucoup d'ARN messager. On a été peut-être un nouveau type de média avant l'heure. Et ça, on va en reparler aussi. Ce que j'aimerais, moi, t'interroger sur un point, c'est il se dit beaucoup, en fait, que c'est au moment où Didier Raoult va encenser François après l'affaire du Lancet Gate que vous allez connaître un vrai pic d'audience. Est-ce que tu confirmes cela ou est-ce que c'était déjà effectif avant ? C'était déjà effectif, puisque, en fait, le Lancet Gate, c'est aux alentours du 22 au 23 mai 2020, et déjà en mars 2020, on avait plus de 5 millions d'audience. Donc, on avait déjà rencontré cette audience. Puisque, comme j'ai dit, le moment où on commence vraiment à avoir des papiers intéressants, c'est au moment où il y a le confinement. Et donc le confinement était 2 mois et demi avant le Lancet Gate. Alors il se trouve que Didier Raoult a parlé de ce qu'on a fait, je crois même plus tard, enfin dire que le Lancet Gate, puisque nous c'était suite quand même au Lancet Gate, de mémoire. Non, il faudrait vérifier. Alors j'ai un petit doute, mais je quasiment certain. Didier Raoult a parlé de François bien plus tard, on va dire presque 8 mois plus tard. Non, alors là, c'est dans un second temps, mais je crois qu'il fait quand même référence au Lancet Gate, le fait que vous en ayez parlé. Ah oui, il a dit qu'on était un des premiers à en avoir parlé. Voilà. C'est effectif. Voilà. Et donc oui, il en a parlé, mais qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait notre travail, et lui, il a fait le sien, et on a reconnu son travail, il a reconnu le nôtre. Voilà. Mais justement, suite à ce travail-là, on peut parler des différentes interviews que vous avez pu faire de scientifiques. Bon, je peux penser par exemple au professeur Perron, mais pas seulement. Très vite, vous allez être taxé de complotisme. La première question toute simple, c'est déjà, est-ce que ça te blesse quand on traite François de complotiste ? Mais
Oui, bien sûr, ça me blesse. C'est pas quelque chose de plaisant, mais c'est un peu comme de l'eau, on va dire, sur du métal ou sur du Kevlar. À un moment ou à un autre, ça glisse parce que ce sont des accusations qui sont faites sans fondement. Euh, Autant j'aime débattre. Là, on est en train de discuter. Je n'ai jamais eu de discussion avec ces gens qui nous ont accusés de complotistes, et je les ai toujours invités. Moi, quand quelqu'un m'accuse de quelque chose, je lui dis, écoutez, venez, on va en débattre. En fait, ces gens-là ont refusé le débat. Donc, je me pose la question de qui sont les complotistes. Parce que refuser le débat pour un journaliste, c'est avant tout être en défaut de sa déontologie, et je m'attends surtout pas à ça de la part des journalistes, je m'attends à un débat ouvert pour faire avancer ce débat. Eh bien là, non, au contraire, on a fermé ce débat. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est les fondements d'une quelconque accusation qu'on peut porter sur quelqu'un, de cet étiquetage qui a été fait. Il a été, à l'origine, fait d'une manière qui est questionnable et que j'ai questionné. Donc le premier qui a porté cette accusation, c'était une société qui s'appelle NewsGuard, qui est basée aux États-Unis, qui fait on va dire du rating d'information, et qui nous dit le virus est sorti du pangolin, etc. Il y a une origine totalement naturelle, et nous avions à l'époque travaillé avec Jean-Claude Pérez et professeur Montagnier sur la publication du journal de leur étude dans Grand Alaya, et j'avais parlé avec je ne sais combien de chercheurs à l'époque sur la possibilité alternative d'une thèse de laboratoire, et ça me paraissait, en tant que scientifique, ça me paraissait très probable. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est tellement probable que c'est devenu la thèse presque prédominante. Donc, si le travail du journaliste n'est pas de faire cette analyse et de se poser la question est-ce que cette thèse n'est pas probable, qu'est-ce que c'est que le travail du journaliste? Si jamais c'est juste prendre la dépêche AFP et répliquer la dépêche AFP, pour moi, c'est pas du journalisme. Donc, j'ai fait un métier d'analyste, je me suis posé la question et j'ai publié ce que je pensais être le plus proche de la vérité, c'est-à-dire en respect de l'article 1 du devoir numéro 1, c'est quoi qu'il m'en coûte. Eh bien, qu'est-ce qui m'a coûté? Ça m'a coûté qu'on m'a taxé de complotiste parce qu'on a délivré cette information. Je t'arrête tout de suite parce que là, tu as parlé de NewsGuard justement. NewsGuard ne t'a pas reproché que l'histoire du pangolin. Il y a aussi l'histoire de l'article de Silvano Trotta qui avait parlé. Alors, tu m'excuseras, je suis pas assez scientifique pour avoir la combinaison, mais c'était des mémoires de macrolide et d'un C3G. Les C3 inhibiteurs. Voilà. Et il t'avait été reproché à l'époque, notamment par cet écrit, qu'il n'y avait pas de traitement selon l'OMS qui était viable, et sachant qu'en plus le texte de Silvano Trotta disait que 100% des cas étaient guéris. En fait, c'était marqué textuellement grâce à ce mélange un peu miracle. À tel point que derrière, vous avez dû rajouter une note sur l'article pour préciser que l'OMS, à ce jour, justement, expliquait qu'il n'y avait aucun traitement. Est-ce qu'à ce moment-là, NewsGuard, par sa critique, peut-être même trop virulente, n'avait pas tout de même appuyé sur un point qui était juste? Non, pour moi, NewsGuard n'a pas appuyé sur un point qui était juste. En fait, ils n'ont pas fait leur travail, tout simplement. Ils ont juste suivi ce qui s'appelle les lignes directrices de l'OMS, qui sont, comme c'est écrit, ce sont des avis. Ces avis ne font pas loi. Et donc, ce sont des avis. Il suffit de regarder le pays comme le Sénégal, qui n'a pas suivi cet avis, ils l'ont dit. Nous ne suivons pas cet avis, et ils ont traité avec l'hydroxychloroquine et l'azithromycine, avec le même protocole que celui qui était proposé par l'IHU. D'ailleurs, il faut se rappeler une chose, c'est qu'à l'époque, tout le monde cherchait. Le professeur Rao et l'IHU ont été, avec les Chinois, des précurseurs dans ce traitement précoce. Ils sont toujours en train de dire que ça fonctionne. Et il y a eu des centaines d'études, et il suffit de regarder les bons sites qui font les bonnes méta-analyses. Ce sont des traitements qui fonctionnent aujourd'hui. Et on m'a même posé la question de savoir... 100% de guérison on peut l'écrire, ça? Il faut raison garder. Il y a la question de Silvano Trotta, il y a la question du docteur qui l'avait interviewé, sur laquelle elle a eu beaucoup de pression, cette médecin de la part du Conseil de l'Ordre, et donc elle avait retiré certains de ses propos. Et c'est pour ça qu'on a qualifié, on va dire, on a requalifié cette interview, de manière à amener une précision pour les lecteurs. Moi, je connais bien Silvano, c'est quelqu'un avec qui je travaille dans l'association. Vous avez cofondé Bon Sens, on notamment. a cofondé une association, je travaille avec lui 3-4 fois par semaine. C'est quelqu'un qui s'est fait aussi attaquer, pas plus tard qu'hier, dans un article de Marianne, mais c'est juste catastrophique ce qu'on essaye de faire à quelqu'un de cette manière. Donc je considère aujourd'hui que les attaques ad hominem, les attaques gratuites comme ça, et qui ne sont pas fondées,
elle contribue à la désinformation et elle contribue à donner une mauvaise impression de la part des journalistes. Maintenant, est-ce que Silvano a des torts? On a tous des torts. Peut-être qu'il y a des erreurs, il a peut-être fait des erreurs de communication. J'en ai pas vu, je ne l'en ai pas vu faire beaucoup sur la crise du Covid. Non, mais la question, c'est pas Silvano, en l'occurrence, c'est François qui publie Silvano. Oui, j'ai interviewé comme on aurait pu interviewer un lanceur d'alerte et on en a interviewé D'accord, mais si un d'autres. lanceur d'alerte t'explique que la mer est rouge, la mer est pas rouge, tu ne notes pas, ou alors... Et notre travail, c'est de questionner cet D'accord, élément-là. donc dans ce cas-là, Donc on a fait notre travail, on a questionné, on a regardé. Le médecin, en l'occurrence, c'était Sabine Pallière-Franco, et elle avait fait son travail. D'ailleurs, je pense qu'il y a eu des publications sur cette thérapie qui prouvent que ça fonctionne. Mais pas à 100%, c'est ça le problème en fait qui est reproché. Il y avait, à l'époque, elle avait fait sa micro-étude sur un certain nombre de patients et je crois que c'était sur 100% de sa patientèle, ça fonctionnait. D'accord, mais alors... Il y a des docteurs qui ont été suspendus parce qu'ils avaient traité et ils avaient des résultats à peu près identiques. À minima, on pourrait parler de manque de contextualisation dans ce cas-là, que c'est manquer peut-être des éléments pour pouvoir faire le pour et le contre peut-être. Bien sûr, bien sûr. Donc c'est pour ça peut être un apprentissage. C'est pas, ça fait partie de l'apprentissage. Exactement, très bien. Mais ce qu'ils ont fait chez NewsGuard, c'est qu'ils ont attaqué, pas là où ça fait mal, ils essayent d'attaquer pour salir. Ouais, et à charge. C'est-à-dire que la décharge, ça aurait été... Bon, c'est très bien de dire qu'il manquait quelque chose. Et d'ailleurs, quand quelqu'un nous a dit il manque quelque chose dans l'article, si on avait dû le corriger, on l'a corrigé. Mais la décharge aurait été de dire il y a quand même l'IHU qui dit que ça fonctionne. Il y a d'autres études qui disent que ça fonctionne. Et donc, on a l'impression que c'est totalement à charge constamment. Très binaire. C'est très binaire. Et je pense que la science, malheureusement, c'est pas binaire. Voilà. Et c'est ce qui est un des gros sujets dans cette crise. C'est qu'on a essayé de trop rassurer les gens en disant que l'État va être là pour, on va dire, assumer tous les problèmes, plutôt que de les responsabiliser. Et j'aurais bien aimé qu'on ait un petit peu plus de responsabilité de la part des Français, de la part des gens dans cette crise. Il y a un point qui a apporté beaucoup de crédit aussi à François durant cette crise, c'est le fait que vous réussissiez à interviewer des scientifiques de renom qui venaient des quatre coins du monde, à la différence de ce qu'on pouvait retrouver un peu sur les plateaux de médias dominants où on avait à peu près toujours les mêmes têtes en permanence. J'imagine que ça, c'est une satisfaction déjà pour toi, d'un point de vue justement le journaliste que tu es, d'avoir pu proposer ces avis divergents, différents. Et dans un second temps, la question que je te pose, c'est comment tu expliques que les médias dominants, eux, n'aient pas fait appel à ce type d'avis différents, divergents de ceux qu'ils proposaient au fil des jours? Alors, la première partie, est-ce que c'est une satisfaction? Je ne peux pas dire que c'est une satisfaction. Bon, j'essaye de faire mon travail. Parlant, oui, en fait, on va dire, ramener de l'information de la part de l'étranger. Le constat qu'on a dit, c'est que on disait dans les médias dominants que tout le monde faisait la même chose. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? On me disait, au Brésil, on fait ça, aux États-Unis, on fait la même chose qu'en France. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé poser la question à des gens locaux. Et eh bien, je me suis aperçu qu'au Brésil, au Sénégal, au Nigeria, au Bangladesh, en Égypte, on ne faisait pas la même chose. Et donc, déjà, il y avait une déconnexion entre ce qu'on me disait dans les médias dominants et ce qui se passait sur ces pays-là. Et je pense que la première des choses qu'il faut faire, c'est qu'il faut rendre compte, le devoir du journaliste, c'est de rendre compte de ce qui se passe vraiment là-bas. Et donc, on a ramené cette vérité qui était différente de celle qu'on nous donnait dans les médias dominants. Donc là, on peut dire qu'il y a une satisfaction d'avoir fait toutes ces interviews. Mais cette satisfaction, elle est faite, on va dire, elle peut avoir c'est comme un couteau à double tranchant, parce que s'apercevoir qu'on me donne une mauvaise information dans les médias et ramener cette information, ça donne une autre forme de responsabilité. Et donc la responsabilité, c'est de dire, les lecteurs, ils doivent le savoir. Les lecteurs doivent comprendre. Mais c'est difficile pour un lecteur de se dire, tiens, il y a quelqu'un qui me dit ça et l'autre qui me dit ça. Donc ce deux poids, deux mesures était délicat à traiter. Et comment donc tu expliques que les médias dominants n'aient pas cherché à faire ce travail-là, d'aller voir un peu au Brésil, au Bangladesh, il y a plusieurs manières de l'expliquer. La première des choses, c'est qu'il y a eu, je crois, 2 milliards qui a été donné à la presse dans les 24 derniers mois. Donc il y a eu des subventions. Donc ces subventions ont servi déjà à payer des journalistes. Et quand la soupe est bonne, eh bien, on a tendance à oublier certains de ces fondements. Et donc je trouve qu'il y a eu des éléments de déontologie qui ont été enfreints. Notamment l'article 1er, c'est que j'ai discuté avec d'autres journalistes dans d'autres rédactions qui m'ont dit je ne pouvais pas dire tout ce que je voulais dire, ou j'ai un emprunt à payer et du coup je ne peux pas parler de ce genre de sujet. Et ça, petit à petit, cette vérité, elle sort.
et on la voit de plus en plus. Donc, je pense que il y a déjà la volonté, y compris d'ailleurs, il y a, je crois, la directrice de la programmation de BFM qui avait dit on ne pouvait pas aller vraiment contre toute la stratégie du gouvernement. Pigalle, qui a dit ça. Et moi, j'étais choqué quand j'ai entendu ça, parce que je me suis dit, mais il me semble que le rôle des médias, c'est quand même d'incarner ce quatrième pouvoir. Alors, jusqu'à un certain point. Alors, ce qui est intéressant de regarder en ce moment avec la crise avec l'Ukraine, c'est aussi de la même manière, est-ce qu'il faut toujours se ranger derrière le pouvoir quand on va à un pays en guerre, ou quand on va pas traiter les patients, ou quand... Donc, en fait... Se ranger derrière le narratif du pouvoir ou se ranger derrière le pouvoir, ce qui est pour moi deux choses derrière différentes. Le narratif du pouvoir. Donc, en l'occurrence, se ranger derrière le pouvoir, on peut le comprendre quand on est dans un pays en guerre. Par contre, se ranger derrière le narratif, il faut questionner le narratif. Et je considère que les journalistes n'ont pas questionné le narratif. Et ils n'ont pas assez questionné ce narratif, ils n'ont pas assez travaillé, surtout en n'allant pas à l'étranger, ou n'allant pas chercher les professeurs Harvey Rich ou même Robert Malone, qui est l'inventeur de l'ARN, que j'ai eu l'occasion d'interviewer, ou même d'interviewer Mandip Mehra, qui est celui qui avait fait l'étude du Lancet. Ça m'a pris 10 minutes pour l'avoir au téléphone. Bon, en tout cas, on comprend bien ton point de vue, ainsi que celui que tu veux essayer de mettre en place dans France Soir, et ça explique un peu mieux cette, on va dire, relation conflictuelle que tu as avec la presse. Je pense notamment au Canard enchaîné, qui fait souvent des articles assez peu élogieux sur toi ou sur France Soir, et à qui tu réponds très fréquemment. Je pense aussi à une émission qui était a priori, en tout cas, peu amicale vis-à-vis de toi, c'est Les Grandes Gueules sur RMC, à laquelle tu as participé et où tu as débattu. D'ailleurs, je n'ai pas souvenir qu'il t'ait traité de complotiste ou que tu aies pu te défendre sur ce non, celle-là, elle était plutôt amicale, je trouve. Ouais, voilà. Et, alors qu'on aurait pu penser qu'elle ne l'était pas, bon, même si vous aviez eu des points de désaccord. En tout cas, ma question assez simple, c'est important pour toi, quand tu le fais, par exemple, avec le Canard enchaîné, de prendre le temps de leur répondre. C'est quelque chose qui visiblement t'anime, parce que c'est pas simplement une fois, ça se reproduit à plusieurs reprises. Donc, visiblement, c'est quelque chose qui te tient à cœur. Tu peux nous dire pourquoi ? Déjà, j'avais depuis longtemps, et je lisais le Canard, et j'avais une espèce d'estime pour le Canard. Je trouvais que dans la crise, ils ont été assez enchaînés. Pour utiliser cette métaphore. Et donc, d'habitude, ils prenaient, on va dire, le contre-pouvoir, et ils jouaient vraiment leur rôle de journal satirique, avec du cynisme dedans. Donc, moi, je ne m'attendais pas à faire l'objet d'articles dans le Canard, d'une manière ou d'une autre, mais bon, on s'est retrouvé dans le Canard parce qu'il fallait taper sur France Soir à un moment, donc ça faisait bien à un moment de taper sur France Soir, parce qu'il faut bien avoir une cible. Donc, c'est comme les Américains, ils aiment bien avoir une cible. Eh bien, on a été la cible du Canard. Ce qui me surprend, c'est que je n'ai jamais eu aucun contact avec ces journalistes. Jamais. Donc, encore une fois, si c'est de cette manière qu'il faut faire le métier de journaliste, si c'est de cette manière, c'est-à-dire à charge, on peut faire nous aussi, mais je trouve que ce n'est pas la bonne méthode. Et ce n'est pas la méthode que je préconise et que je prône aujourd'hui chez France Soir. Donc, quand tu penses que ça aurait changé quelque chose si tu avais interviewé? Tu penses potentiellement ça aurait pu déboucher sur une autre analyse de leur part? Je pense que si jamais ils étaient ouverts et qu'ils avaient fait leur travail, oui, bien sûr. Il faut donner le bénéfice du doute à ces journalistes. Mais là, bon, c'est très facile. Ils regardent sur Wikipédia, ils voient que France Soir, c'est un journal complotiste, et le journaliste ne fait pas son travail. Mais il regarde d'ailleurs pas que sur Wikipédia, parce qu'il y a une chose sur laquelle Nicolas Poincaré s'appuie bien, c'est le fait que France Soir soit au top numéro 1 de tous les sites qui classent justement Conspiwatch, j'ai plus exactement les noms de sites en termes, il y en a un paquet, et on retrouve toujours maintenant France Soir, bien sûr en France, premier de cette liste. D'ailleurs, comment tu l'expliques ça, que France Soir soit considéré premier site complotiste par ces sites-là? Quelles sont leurs méthodes de calcul? Est-ce que tu as une idée? J'ai aucune idée de leur méthode de calcul. J'ai jamais rencontré Rudi Reichstadt ou Tristan Mendes France qui se sont amusés à nous casser du sucre sur le dos pendant un moment. Je les ai constamment invités à venir débattre pour voir qu'on fait notre travail. Alors après, la question qu'il y a, c'est quel est leur degré d'indépendance et d'autonomie vis-à-vis et qui les rémunère pour faire ce genre de choses. On peut se poser la question de qui rémunère Conspiracy Watch et quels sont leurs objectifs. Aujourd'hui, si j'estime qu'on fait notre travail chez France Soir, et je pense que la rédaction aujourd'hui estime qu'on fait notre travail, on a nos lecteurs, on a
et on a nos contributeurs et on va continuer à faire ce travail tel qu'on le fait parce que je pense que ça respecte la charte dominique et surtout on essaye de faire notre travail avec la plus grande déontologie. On nous avait accusé d'être uniquement sur la Covid, on est en train de faire la même chose sur l'Ukraine, on est capable d'aller faire sur d'autres sujets, la géopolitique, ayant vécu plus de 30 ans à l'étranger, je peux dire que je connais un petit peu. Et c'est quelque chose d'intéressant pour moi de montrer qu'on est capable de faire autre chose que le Covid. Il faut quand même se dire que le Covid, c'était 53 ou 54% de toutes les publications pendant un moment. Donc, on va y revenir à un moment ou à un autre, puisque c'est de la santé. Nous faire attaquer, on se fera toujours attaquer, je pense. On a dérangé l'establishment. Et je me suis posé la question de pourquoi. En fait, j'ai quelques réponses, quelques éléments de réponse, mais je veux bien en débattre parce que je ne suis pas 100% certain d'avoir toutes les réponses. François, c'est une icône. C'était un nom des médias. C'est une icône qui est tombée. Elle est tombée plusieurs fois. Parce que le monde des médias a évolué, donc il est tombé 3 ou 4 fois. Et peut-être que ça tombera encore, j'espère pas. Mais on l'a fait renaître. Et ce sont des non-journalistes qu'on fait remettre, François. À l'origine, je ne suis pas journaliste. Tu n'es pas du Sérail, c'est ça que tu veux dire. Je ne suis pas du Sérail. Donc ça a peut-être dérangé. Alors c'est là où je me suis dit, j'ai peut-être fait une erreur. J'aurais peut-être dû expliquer quel était mon projet. Parce que, comment peut-on dire, la communication, même dans les médias, c'est le nerf de la guerre. Donc, une bonne décision mal exprimée, c'est aussi nocif qu'une mauvaise décision bien exprimée. Donc en l'occurrence, j'ai peut-être pris une bonne décision, mais ne l'ayant pas exprimée, je peux donner le bénéfice du doute au monde des médias de ne pas avoir compris ce qu'on essayait de faire. Moi, j'ai une question assez simple. Est-ce que tu ne crois pas que ces critiques, là, tout ce qu'on a pu formuler là depuis maintenant quelques minutes, ça t'a aussi servi de moteur? Ça t'a servi de moteur notamment pour faire ta mue. On parlait tout à l'heure que tu étais plutôt arrivé avec un esprit d'entrepreneur et que tu t'es mué petit à petit en journaliste. Est-ce que tu crois que toutes ces critiques, cette attaque sur ta rigueur, sur ta déontologie, t'a aussi aidé, clairement? Est-ce qu'elles t'ont aidé pour te permettre de mieux te faire à ton nouveau rôle? Est-ce que tu penses que c'était en gros un mal pour un bien? Oui, on peut dire que de toute façon, je pense que... Quand NewsGuard t'attaque, quand tu es attaqué à droite à gauche, il faut que tu leur répondes d'une certaine façon. Donc ça te rappelle un peu les prérogatives de ce qu'est le métier. D'abord, on n'a pas toujours répondu. On a répondu au Canard, on a répondu à Libé parce que je trouvais qu'ils allaient trop loin et j'estime qu'à un moment ou à un autre, la bonne pratique, c'est de connaître ses concurrents et c'est d'aller discuter avec eux plutôt que de leur taper dessus. Donc déjà, ici, c'est la réponse du berger à la bergère, c'est tac-tac. C'est très simple. Il y en a certains, on leur a envoyé des droits de réponse, d'autres, on les attaque. On a fait des procès en diffamation quand ils sont allés trop loin. Est-ce qu'on a fait vraiment une mue? Moi, je pense qu'on apprend toujours de ses erreurs. On en a fait des erreurs, c'est évident. Dans une start-up, on va forcément faire des erreurs. Mais on n'en a pas fait tant que ça. Et surtout les directs... Tu penses auquel quand tu parles des erreurs? Tu peux nous en citer quelques-unes? On a laissé passer dans certaines tribunes peut-être des mots qu'on n'aurait pas dû passer. Un exemple concret? Des gens qui nous ont traités de QAnon ou des tests QAnon, on aurait pu très bien se passer de certains éléments. Je pense par exemple aux articles de Nicolas Vidal. Frédéric Vidal. C'était Frédéric Vidal. Pardon, excuse-moi. Oui, qui est un ancien journaliste lui-même. Donc peut-être qu'on aurait dû enlever certaines phrases. Mais... Alors, juste, je tiens à préciser pour le public, en fait, dans 2 articles, ce qui avait été reproché donc, à Vidal, c'était d'avoir marqué dans un premier temps qu'il y aurait eu des arrestations suite aux fraudes supposées dans les élections américaines, des arrestations massives de personnalités politiques, et il y avait un second article où il parlait de pédosatanisme dans les élites sans faire aucune démonstration, c'est-à-dire qu'il disait que les élites sont pédosatanistes, point à la ligne, on passe à autre chose. Et donc ça, ce sont 2 points qu'on peut, en effet, moi-même en tant que journaliste, dont je peux reprocher un manque de rigueur. C'est-à-dire que l'info, chacun apporte l'info qu'il souhaite, c'est pas un problème, quelle que soit l'info, peu importe, mais dans ce cas-là, on s'appuie sur des faits, sur des preuves et sur des démonstrations. Or, elle n'y était pas. Alors, elle n'était pas dans l'article, mais je peux m'expliquer là-dessus. Alors déjà, quand un journaliste fait son travail, quand c'est quelqu'un qui n'est pas journaliste, j'aurais regardé 2 fois plus, mais là j'ai un journaliste. Et il se trouve qu'à cette époque-là, j'avais rencontré, et j'ai toujours les témoignages de 2 personnes qui ont été victimes de pédocriminalité sataniste, dont une personne qui travaillait à Bercy, et j'avais ces éléments sous la main. Donc je laisse passer cet élément parce que
je sais que j'ai des... Alors, on aurait dû en parler, peut-être. D'ailleurs, c'est même moi-même qui ai mis Frédéric Vidal en contact avec ces personnes. Donc, j'avais ces éléments de ce qu'on peut appeler preuve. Là où je considère que on fait une erreur, on va dire les autres médias la font aussi, c'est que je me pose la question, est-ce qu'il vaut mieux savoir qu'il y a 15% des Français ou 20% des Français qui pensent comme ça et en parler, plutôt que de ne pas en parler comme on a pu faire avec certains génocides ou passer, on va dire, mettre le couvercle sur des informations. Je me permets de t'interrompre un instant. Justement, c'est pas tant l'info en soi qui pose problème, encore une fois, c'est le manque de démonstration, le manque de preuves. En fait, on peut apporter toutes les infos du monde qu'on souhaite, c'est peu importe l'idéologie de la personne qui l'apporte. La question, c'est comment on le démontre. Et là, en l'occurrence, dans cet article, moi-même, on peut le dire, je pense pas trahir, je t'en avais parlé, je dis que là, ça manque de démonstration à ce moment-là. Je suis d'accord. Mais comme je dis, j'avais ces deux éléments, on aurait dû les rajouter. Oui, mais ça, le public ne le sait pas. On n'est pas dans la même démarche journalistique dans ce cas-là. Mais c'était une tribune. Non, mais c'est une erreur que tu reconnais dès le départ, donc c'est très bien. Mais c'est juste pour qu'on soit bien au fait que cette erreur, pour toi, est consciente. Je suis conscient. Après, il y a eu quelques autres éléments sur des statistiques qui n'avaient pas toujours été validées ou des analyses qui sont vraies à un moment et pas vraies à un autre parce que les statistiques évoluent. Mais pour faire court, là, tu ne republierais pas ces articles en l'état. Tu les reformulerais peut-être certains passages. Oui, aujourd'hui, je reformulerai certains passages, donc j'accepte la critique. Mais je pense que quelqu'un m'aurait dit il vous manque ces deux éléments-là, on les aurait mis dedans. Parce qu'on avait les preuves. Mais tu es d'accord que ces exemples-là ont nettement contribué, encore une fois, à la mauvaise image qu'on a essayé de vous porter. Parce qu'en fait, à partir du moment où tu l'as bien expliqué tout à l'heure, où vous êtes un peu en opposition avec ce qui se fait ailleurs, tu imagines bien que la moindre petite erreur va servir de combustible ensuite pour pouvoir alimenter le discours de tes détracteurs. Encore une fois, quand on instruit à charge et à décharge, il faut regarder où est la charge et où est la décharge. Si jamais chez François, on fait un papier dans lequel il y a une erreur, on va nous le reprocher. On publie entre 15 et 20 articles par jour. Sur 300 jours par an, ça fait plus de 7000 articles. Si on nous reproche sur un article, j'aimerais bien qu'on nous dise ce qu'on a fait de bien à côté. Je pense que ça aurait été de bonne guerre de dire que, par exemple, sur le Lancet, on avait bien fait notre travail, sur le Remdesivir, on avait bien fait le travail, sur les éléments de la vaccination, on s'est posé toutes les questions. Tu connais le dicton, on ne parle que des trains qui arrivent en retard, donc c'est pas anormal en soi, c'est quelque chose d'assez récurrent en tout cas. Ou à la SNCF, on rembourse, on rembourse des trains qui arrivent en retard après 30 minutes ou 15 minutes. Donc je pense qu'il faut avoir un degré de liberté et surtout un petit peu de bien-pensance, parce qu'on nous a prêté des intentions qui étaient mauvaises, alors qu'on n'a pas de mauvaises intentions. À la base, notre intention, c'est d'amener de l'information loyale. Et j'aurais pu faire la même chose sur eux, en disant, au niveau du Lancet, tout le monde s'est planté. Non, ils se sont plantés. Alors on me dit, ils se sont plantés, mais au bout de 15 jours, on a corrigé. Mais vous êtes tous plantés quand même. Et nous, on ne s'est pas plantés. Pourquoi ne vous dites pas que, justement, on a fait bien ce travail ? Ça vous coûte tellement cher de dire que François a bien fait les choses à un moment ? Il y a encore un meilleur exemple, je trouve, c'est celui dernièrement. C'est-à-dire que justement, parce que vous avez cette image-là, on rappelle l'affaire donc avec le décès du professeur Luc Montagnier. Vous avez annoncé l'information. Il a fallu au reste de la presse, je crois, 48 heures, plus ou moins 48 heures selon les titres, pour vérifier l'information et l'annoncer à leur tour. Est-ce qu'on n'est pas dans l'exemple même de ce que tu dis ? C'est-à-dire que, et en plus, a fortiori, derrière, l'explication des médias a été de dire que parce que c'était vous ne pouviez pas être sûr et qu'en gros, la famille n'a pas vraiment communiqué dessus et que ça peut se comprendre parce que Luc Montagnier était lui-même sur des thèses un peu bancales, complotistes et que vous êtes un média complotiste, donc c'est normal que vous êtes... En famille, voilà, exactement, en famille. Donc on n'est pas dans ce que tu dis, pour le coup, il n'y a pas de reconnaissance d'une information qui aurait été travaillée journalistiquement. Donc j'ai envie de te dire que c'est l'exemple idoine, celui-ci, même encore mieux que le Lancet Gate. Ouais. En fait, qu'est-ce que c'était que François, historiquement ? Et on peut se poser la question de ce que c'était que François. Et François, c'était un journal de scoop, un fait divers. Donc le décès de quelqu'un fait partie des faits divers qui arrivent, même paix à son âme. J'aime pas instrumentaliser ce genre d'information, mais c'était une information qui était importante. On a reçu professeur Montagnier plusieurs fois sur ce plateau. J'ai même écrit un article scientifique avec lui sur ses naissances. Donc j'avais des contacts privilégiés avec lui et avec ses proches. Donc c'est comme ça qu'on a eu l'information. Il avait lui-même reconnu que François faisait un travail pendant cette crise sanitaire qui lui convenait mieux que le reste de la presse. Donc, pour moi, quand même, quand on revient un peu à cette histoire des lettres de noblesse de François, puisque je pense que c'est important aussi de le rappeler,
François, avant tout, son ADN, c'était un journal qui s'appelait Défense de la France. D'ailleurs, dans le nom de François, on a remis Défense de la France. Suite à un article de Libé qui nous avait attaqué, j'ai dit, écoutez, nous, on a pris vraiment la défense de la France, c'est-à-dire on a pris la défense des positions qu'on considérait qui allaient trop loin de la part de la politique sanitaire. Et donc, à chaque fois qu'on a pu amener un élément d'information, on l'a fait. C'est pas pour critiquer, c'est juste pour informer. Il ne faut pas confondre la critique et l'information. Si jamais je reprends l'histoire des traitements précoces, nous avons aujourd'hui une politique sanitaire qui nous dit qu'il n'y a pas de traitement précoce, et il y a de plus en plus de pays qui les ont utilisés. Il y a près de la moitié de la planète qui a utilisé des traitements précoces. Je n'ai jamais vu le ministre de la Santé aller téléphoner à son collègue ministre de la Santé en Inde ou au Japon, où les médias interviewaient ces gens-là qui ont justement, à un moment ou à un autre, écrit dans leur politique sanitaire que les traitements précoces fonctionnaient. Dire aux gens qu'il n'y a pas de traitement précoce et aux Français qu'il n'y a pas de traitement précoce, aujourd'hui, je trouve que ce n'est pas une information loyale envers le citoyen, c'est peut-être loyal envers le pouvoir, c'est peut-être loyal envers la politique sanitaire, c'est peut-être loyal envers le narratif, c'est peut-être loyal pour obtenir des aides. Par contre, ce n'est pas respecter le quoi qu'il en coûte aux journalistes. Le journaliste fait un compromis, le média et le directeur de la publication fait un compromis, et pour moi, il ne respecte plus la déontologie, il ne fait plus du journalisme, il ne fait plus de l'information. Tu me tends une perche parfaite. Donc, tu es directeur de la publication de François, tu n'es pas de journaliste de formation. Qu'est-ce que tu penses du fait que la plupart des directeurs de publication ne sont justement pas des journalistes? Est-ce que tu penses est-ce que ça pose un souci ou au contraire, ça n'en pose aucun? Moi, je pense qu'ils font un mix des deux. Étant donné que je ne suis pas journaliste, on a créé un petit comité d'éthique dans lequel il y a des journalistes de profession, de manière à ce que je puisse m'asseoir et leur poser des questions. Et je leur pose des questions de temps à autre, comme j'appelle des journalistes de profession pour savoir, tiens, qu'est-ce que tu ferais là-dedans? Donc, le fait que le directeur de la publication, qui a une responsabilité pénale, ne soit pas forcément un journaliste, c'est pas mal, parce que c'est de dire on ne va pas mélanger les genres. C'est-à-dire que le journaliste doit devoir affronter le directeur de la publication pour mesurer le risque, puisque c'est un risque juridique de la publication. Normalement, un journaliste expérimenté devrait pouvoir jouer ce rôle-là. Mais c'est quand même aujourd'hui le risque légal qui prévaut. Et peut-être que quelqu'un qui serait issu de la même corporation ou du même groupe aurait tendance à laisser passer un papier de son copain. Alors donc la différence des genres peut jouer un rôle de protecteur pour l'entreprise. C'est un principe de précaution qui est intéressant. Cependant, je pense qu'il faut avoir le mélange des deux. Donc, c'est intéressant de voir s'il ne faut pas mettre des comités d'éthique, comme il y a dans les grands médias aujourd'hui. Il y a des comités d'éthique, mais ce que j'aimerais voir, c'est comment les comités d'éthique fonctionnent. S'ils sont juste là pour justifier les décisions de la rédaction ou de la directeur de la publication, ça ne sert strictement à rien. C'est comme le comité scientifique vis-à-vis du gouvernement. Si François redevenait une entreprise de presse avec, je ne sais pas, une rédaction de 200 ou 300 salariés, il serait préférable que ces fonctions soient dissociées, y compris la fonction de PDG. D'accord ? Il se trouve qu'aujourd'hui, quand on est une entreprise avec une quinzaine de salariés, on n'est pas assez pour dissocier ces fonctions. Donc, quand j'étais tout seul, c'est moi qui faisais le café et le balayage. Et donc, j'étais quadruple casquette à ce moment-là. Voilà. Et donc, en fait, il est bien sûr préférable de dissocier les casquettes, surtout quand c'est des responsabilités comme ça. Tu entends l'argument. Donc, parce que, en fait, si je te demande ça, c'est, je parlais de suivre la page Wikipédia de François, et un des points principaux qui t'est reproché, c'est de dire que tu te sers de François pour mettre en avant tes idées politiques. Et donc, on pourrait, par les billets que je viens de te donner, en effet, pouvoir trouver en tout cas motif à imaginer que tu puisses, par ces billets-là, arriver à mettre en avant tes idées politiques. Est-ce que tu crois que cette critique est juste ou est-elle totalement infondée? Qu'est-ce que tu en penses? Alors déjà, j'aimerais bien que les personnes qui écrivent dans Wikipédia puissent se permettre non seulement de signer, mais de me dire quels sont mes biais politiques. Parce que j'aimerais bien qu'on m'a traité d'extrême droite, des choses comme ça. J'aurais bien aimé débattre de mes idées politiques, parce que je veux pas m'en défendre. Je regarde autant l'extrême gauche que l'extrême droite et que le centre. Ce qui m'intéresse en tant que, on va dire, scientifique et de mathématicien et économiste, c'est de comprendre un petit peu l'utilité de chacune des théories et essayer d'être objectif vis-à-vis de cela. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on nous a collé une étiquette. Cette étiquette, elle est facile à coller, complotiste, extrême droite, QAnon, tout ce qu'on veut. On a eu droit à tout. Et je pense que si jamais on en invente une dans le futur,
ça sera, on nous la collera aussi. Moi, j'ai envie de dire à ces gens-là, quand vous collez une étiquette sur quelqu'un et que vous n'avez pas le courage de venir débattre avec les gens, la première des choses qu'il y a, c'est gratuit. Et je trouve que c'est pas la bonne manière. Et surtout, ça donne pas la bonne impression sur Wikipédia. Parce que Wikipédia devient du coup un endroit partial. D'accord, faisons pas le procès de Wikipédia, c'est pas pas le l'enjeu. procès. Moi, mon but, et je suis là face à toi, je débat face à toi, donc je peux te donner un argument concret si tu en veux un. Je pense à Hold Up, par exemple. C'est un documentaire dans lequel tu t'es impliqué, tu as tourné dedans, et c'est ensuite un documentaire que tu as mis en avant à travers le titre François. Est-ce que là, justement, précisément, la critique qui t'a été faite de dire que tu pouvais te servir de ton journal pour mettre en avant tes idées politiques ou scientifiques, peu importe, ne tient pas, justement? Est-ce qu'elle tient parce que tu t'es à la fois impliqué, tu es acteur de Hold Up et ensuite tu te sers de ton titre, ton journal pour mettre en avant ce documentaire. Alors, est-ce que tu crois que cette critique est juste ou est-elle infondée également? Qu'en penses-tu? Dans une critique, il y a toujours du pour et du contre. Donc regardons le pour et le contre. Hold Up, c'était un film de 3 heures. Je pense il doit y avoir 1 minute de mon apparition dedans. Donc, dire que j'ai cautionné Hold Up, on m'a posé des questions, j'ai répondu. Dedans, il y a Perron que tu connais bien, il y a énormément de gens que tu connais. C'est pas comme si tu avais 1 seule minute à l'intérieur. Tu es aussi impliqué par rapport aux intervenants. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait? Mais on a aussi fait une critique de Hold Up, puisqu'on a écrit un article, Hold Up, mais quel Hold Up? Donc, nous avons nous-mêmes été critiques. J'ai laissé la parole aux producteurs. Je les ai interviewés, je trouvais que c'était intéressant. Hold Up a été un phénomène de société. Il y a 5 ou 6 millions de personnes qui l'ont vu, ça a fait peur à beaucoup de personnes. Je ne cautionne pas tout ce qui est dit dans Hold Up, mais je ne cautionne pas tout ce qui est dit dans tous les films. Donc en fait, notre travail, c'est d'en faire une critique. Mais après, c'est la mise en valeur qui t'a été reprochée. Mais on n'a pas fait de mise en valeur. On a interviewé un des producteurs du film qui nous a expliqué comment il l'avait fait, comment il l'avait financé, pourquoi il avait fait ça. Et c'était à l'époque parce que le cinéma était un des rares espaces de liberté encore pour la liberté d'expression. Et d'ailleurs, c'est même pas sorti en salle. Donc c'est un film qui devait sortir en salle. Donc je pense que c'est quelque chose qui a été monté en épingle et c'est devenu presque une cible, exactement comme d'autres choses en leur temps. C'est devenu une cible et c'est très facile d'attaquer cette cible-là plutôt que de parler donc de la forme, plutôt que de parler du contenu et de nous associer. Je n'ai pas investi d'argent dans Hold Up. Je suis donc totalement indépendant, ni François, ni moi-même. Je suis un intervenant, j'ai donné mon temps, j'ai été interviewé, j'ai donné des réponses qui sont factuelles. Donc dans ce que j'ai dit, on ne peut pas m'attaquer. Donc on peut m'attaquer sur le fait que on a parlé de Hold Up, mais tous les médias en ont parlé. Non mais on attaque le fait que tu es plutôt sur la thèse défendue par Hold Up dans ton journal, que tu la défends dans Hold Up et qu'ensuite tu promotionnes Hold Up dans ton journal. Je ne défends pas la thèse. Je ne suis pas le directeur de la production ni le producteur de Hold Up. Je n'ai pas fait un editing. Je n'ai pas revu le film avant en disant mettez ça ou mettez pas ça dedans. Donc, en tant que directeur de la publication, je suis totalement indépendant. Par contre, j'en ai fait une critique. Et j'ai critiqué Hold Up, pour ça qu'on a fait cet article, ce recensement de ce film, à la fin. Donc, je considère que la critique est un peu exagérée, mais je peux la comprendre. Je peux comprendre que ça ait fait peur à certaines personnes. C'est d'ailleurs pour ça qu'on en a fait une critique nous-mêmes. Très bien. Alors, je vais prendre un autre exemple, ce sera peut-être plus parlant. Vous avez publié 2 tribunes dans François qui ont beaucoup fait polémique. Il y a celle de Francis Lalanne qui a été ensuite qualifiée d'appel à l'insurrection. Et on avait aussi celle d'un médecin anonyme qui ponctuait sa tribune par les mots la veuve s'impatiente, sous-entendu la guillotine s'impatiente pour punir ceux qui auraient fait acte de forfaitude et autres mensonges durant cette crise. En tout cas, c'était son avis. Dans ce type de cas, justement, où est-ce que tu places le curseur entre ton rôle de directeur de publication et ton rôle, ta qualité de citoyen qui partage potentiellement les idées qui sont marquées dans ces tribunes? Comment tu arrives à dissocier l'un et l'autre? Déjà, la tribune de Francis Lalanne, je l'ai lue avant, donc je l'ai fait revoir par des juristes de la société, parce que je m'attendais à ce qu'il y ait des critiques de cela. Bien sûr, quand on veut critiquer un texte de Francis Lalanne, on va toujours à le critiquer puisque c'est quelqu'un d'engagé. C'est un libre penseur qui est engagé, qui écrit relativement bien et est allé se défendre lui-même au Conseil d'État. Donc j'ai regardé ça, j'ai pesé le pour et le contre, et je me suis dit
qu'il n'y avait rien dans ce texte qui soit un problème juridique d'appel à l'insurrection. Et donc, on l'a publié. J'ai moi-même été convoqué à la police, puisqu'il y a eu une plainte qui a été faite. J'ai été convoqué, j'ai été m'expliquer. Ce que j'ai dit à la police, ce jour-là, donc dans le 17e, je leur ai dit, vous savez quoi, je suis content de vous parler. C'est la première des choses que le policier m'a dit, ah bon, oui, je suis content. Parce que tous les autres qui nous ont attaqués là-dessus, ils ne m'ont pas appelé. Ils ne m'ont même pas demandé. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un saucissonnage. Ils n'ont pas fait un métier de journaliste, ils ont fait un saucissonnage. C'est-à-dire, ils ont utilisé juste une partie de la phrase. Parce que il est écrit « si par extraordinaire ». La phrase commence par « si par extraordinaire », etc. Et ça continue, on demande à l'armée de ne pas intervenir. On commence par un « si » et par un « extraordinaire ». Un conditionnel et par un « extraordinaire ». Donc rien qu'en enlevant ces deux mots, ça change totalement la phrase. Et ce que je reproche aux journalistes qui ont attaqué cette tribune, c'est d'avoir influencé leurs lecteurs et de ne pas avoir fait leur travail. Ce sont eux qui devraient être attaqués pénalement pour ne pas avoir fait ce travail-là. Parce que cette affaire a été classée sans suite, parce que bien sûr, il n'y a aucun appel à l'insurrection, puisque quand on commence par un conditionnel et par un par extraordinaire, le par extraordinaire, c'est vraiment au-dessus du conditionnel, on ne peut pas faire appel. J'entends ta réponse, mais là tu échappes un peu à la question vers laquelle je voulais t'amener, c'est-à-dire à quel point ces deux tribunes-là ont pu épouser ton idéologie et à quel point justement tu as pu te servir de François. Est-ce que c'est le cas? Non, c'est le cas? Pas du tout. Alors attends, je vais reformuler encore autrement. Est-ce que tu as des idées en tête de tribunes que tu aies pu laisser passer, sur lesquelles tu ne partageais pas forcément nécessairement quelque chose? Est-ce que tu en as en tête? Est-ce que tu peux m'en citer une, par exemple? Oui, bien sûr. J'ai interviewé un médecin qui s'appelle Adam Sifu aux US, qui est un médecin qui est de la mouvance, on va dire, de la médecine normative, et avec qui on ne partage pas du tout les points de vue. D'ailleurs, il a écrit après sur Twitter en disant « Oui, voilà, j'ai donné mes réponses ». Et moi, je trouve que c'est très bien d'avoir ce genre de réponse. De la même manière que la tribune, dont l'autre tribune qui finit par « Et la veuve attendra », là, je pourrais te reprocher en tant que journaliste que tu oublies de dire qu'il y avait marqué juste avant, après procès, la veuve attendra. Donc, c'est bien, c'est une métaphore qui est utilisée. Si on nommait la première partie de la phrase, eh bien, on tire une conclusion qui est fautive. Est-ce que c'est un exercice de style qui est un peu agressif? Cette tribune, c'est un brûlot d'un médecin qui s'est fait attaquer, etc. C'est un brûlot. Jusqu'à présent, quand le Canard enchaîné ou Charlie Hebdo vont publier des brûlots, on n'a jamais vu ça. Donc là, aujourd'hui, dans un état d'urgence, on voit des médecins qui disent qu'ils vont attaquer, ils font une conférence de presse pour s'élever contre ce genre de choses. Sincèrement, je n'ai rien vu pour l'instant. En l'occurrence, moi, je ne fais pas la critique de cet article ou de cette tribune. Je cite, en citant la veuve, les mots avec la veuve, simplement pour te citer ce que les médias dominants ont dit. Donc ce n'est pas mon propos qui chercherait à faire la critique de l'article et donc qui recontextualiserait la chose. Je dirais que les médias t'ont attaqué sur le fait que cette tribune termine par ces mots. Donc après, là, tu nous expliques qu'ils n'ont pas assez contextualisé, notamment comme pour le conditionnel avec la LAN. J'ai été chez Natacha Polony sur BFM, dans ce qui devait être une interview d'une vingtaine de minutes où je devais pouvoir m'expliquer. Je me suis fait agresser par un médecin qui est le mari d'une ministre, M. Vargon, qui est là. J'ai pas pu en placer une. Je veux dire, je me suis fait insulter, etc. Oh, les coups, tu mets du fait. Hein. C'est quelque chose qui fait fréquemment. Il écoute, tu mets du fait. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai attaqué en diffamation et la justice tranchera. Ce que je reproche, c'est quand on demande à quelqu'un de venir s'expliquer sur quelque chose et que on ne donne pas le temps de s'expliquer, c'est un manque de respect. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que quand on veut attaquer quelqu'un, on trouve toujours dans le monde des médias pour attaquer. À charge, moi j'aimerais bien aussi la notion de la décharge. C'est exactement ce que j'ai dit à Natacha Polony. À un moment, elle dit qu'il n'y a pas de journaliste dans la rédaction. Mais nous avons un agrément de la commission mixte paritaire. Se met-elle au-dessus, en tant que journaliste, de la loi? Se met-elle au-dessus de la commission mixte paritaire? Quand je lis dans ces médias qu'ils disent que François n'est pas un média, c'est faux. C'est une fake news. Ils la font en direct.
fait, tu te bases sur ce qui a été dit, notamment parce que suite à la tribune de Lalanne, Roselyne Bachot vous a attaqué, tu en as parlé au début de l'interview, elle cherchait à vous retirer votre... comment on appelle ça exactement ? Le CPPAP, l'agrément. Je parlais plutôt du média d'information politique et générale, souvent l'IPG. abrévié en IPG, voilà exactement, et que finalement vous avez pu conserver. Comment ça se fait que vous l'ayez conservé ? Parce qu'on sait que ça a fait grand bruit dans la presse à ce moment-là, beaucoup se sont insurgés contre ça. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là exactement ? Nous, on nous a accusés de la rage. On a voulu nous tuer, on nous a accusés de la rage. Eh bien, on a démontré qu'on n'avait pas la rage parce qu'on avait des journalistes et la CPPAP a conservé parce qu'ils ont fait leur travail. Qu'est-ce qui s'est dit à ce moment-là ? Bien, il s'est dit que François était un média sans journaliste. Donc on avait un agrément, et bien sûr qu'on a démontré qu'on avait des journalistes. Et la CPPAP nous a écrit en disant, voilà, nous remplissons les conditions. Et à ce moment-là, les journalistes ils auraient dû faire, c'est-à-dire, bon, on s'était trompé, mais là, en fin de compte, ils écrivent, c'est surprenant que François conserve ce genre de choses. S'ils vont jusqu'au bout, ils auraient dû dire, mais François a des journalistes. Donc à ce moment-là, c'est-à-dire que François est un média. Et si on conserve cet agrément, il ne devrait plus y avoir de débat à ce sujet-là. Mais ça ne les arrange pas de conclure que François est un média. Parce que là, on rentre dans la notion de concurrence. On légitime un concurrent. Donc, ils ne veulent pas nous légitimer aujourd'hui. C'est de bonne guerre. Parce que peut-être qu'un jour, ça sera leur tour de perdre leur légitimité. Peut-être qu'ils vont perdre les lecteurs et ils vont perdre les lecteurs avant de perdre la légitimité. Donc, un média avec un agrément sans lecteur, sincèrement, c'est peu crédible. C'est peu crédible. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment se poser la question sur le rôle des médias. Il y aura, au moment du grand déballage, le rôle des médias sera posé sur la qualité de l'information, sur la loyauté de l'information, sur les biais d'information, sur le côté plutôt propagandiste que indépendant de l'information. Et je pense que là-dessus, on est plutôt bien passé parce que nous avons fait notre travail. Et on ne pourra pas nous reprocher notre indépendance. Vous allez devoir être renouvelé normalement dans l'année. Est-ce que tu as des craintes par rapport à ça ou tu es plutôt serein ? Étant donné qu'ils ont modifié les critères, ils ont légèrement modifié les critères. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils ont modifié ? Ils ont modifié le nombre de journalistes et la qualité. Il faut un taux minimal de journalistes dans une rédaction. Normalement, c'est un journaliste, soit salarié, soit avec un titulaire d'une carte de presse. Donc, ça, c'est pour respecter l'autonomie et l'indépendance et on va dire le management logique d'un média. Il y a eu quelques modifications et quelques recommandations qui ont été faites. Je ne pense pas qu'on devrait avoir de problème, mais s'il y a une décision politique, on n'est jamais à l'abri d'une décision purement politique. Par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est que si jamais on a une décision politique, comme c'est une décision administrative, et qu'il s'y mettent des emplois en jeu, eh bien, qu'est-ce qu'on fera ? On fera la même chose que pour les autres, on se défendra. Parce qu'aujourd'hui, on a un média, nous avons une accréditation, nous avons des journalistes, on a des lecteurs, donc ce qui voudrait dire qu'il mettra en péril des emplois. Je voudrais traiter d'un autre sujet épineux assez rapidement, c'est celui de Richard Boutry. Est-ce que tu peux nous rappeler très brièvement comment vous êtes rencontrés et pourquoi vous avez collaboré ensemble dans le cadre de François ? Tout à fait. Richard Boutry, il faisait la minute de Ricardo, que j'avais regardé plusieurs fois. Je l'ai contacté à un moment, il avait dit qu'il arrêtait la minute de Ricardo. Je crois que c'était en décembre 2020. Je l'ai contacté et nous avons eu une discussion. Il avait une expérience de présentateur. Nous avions fait quelques émissions, on va dire vidéo. Je trouve que c'était intéressant d'aller dans cette optique-là puisque ça faisait partie des décisions stratégiques qu'on avait. Et il avait cette expérience. Donc on nous a amené cette expérience. Il est devenu directeur du développement, je crois. Il est devenu présentateur et il s'est occupé du développement d'une des émissions qui s'appelait Le Défi de la Vérité. Voilà, justement. Voilà. Et il a fait une trentaine d'émissions qu'on a enregistrées. Et puis... On peut dire que tu as aidé à structurer un peu François ou... Il a joué un rôle, non, puisqu'il avait cette expérience, il a partagé cette expérience. Ceci dit, l'ambition que j'avais en tant que directeur de la publication et en tant que de François, c'était d'avoir une équipe jeune et d'avoir plusieurs présentateurs, on va dire une mixité de présentateurs et une équipe jeune. Là, on avait un point de divergence, et donc il n'est pas resté, et puis voilà.
Après, on peut dire aussi que dans le milieu de la presse, ou même de l'opinion du grand public, il n'a pas forcément la meilleure des images d'un point de vue déontologique. On pense notamment à son reportage sur les camps Covid dans le Sud, qui avait fait beaucoup parler pour sa chaîne La Une TV. On pense aussi à ses prises de position lors de sa minute de Ricardo. Est-ce que, si c'est une question à toi de me dire ce que tu en juges, est-ce que tu penses au final que le passage de Vautry dans François a fait plus de bien que de mal, ou plus de mal que de bien à François, ou c'est un peu des deux? Disons que ce que j'ai pu dire à l'époque en discussion, et c'est sans dévoiler de secret aucun, parce que je voulais avoir recentré, on va dire, François vers le journalisme, puisque je n'étant pas journaliste moi-même. Donc j'avais pas besoin de quelqu'un qui prenait parti pris. À la limite que je prenne parti pris pour certaines raisons, on me le reprochait à l'époque. Je m'attendais à avoir un journalisme plus impartial. Et donc j'ai eu des discussions sur ce sujet-là. Donc je trouvais que le parti pris que prenait Richard était un peu excessif. Je lui ai dit à plusieurs reprises, d'ailleurs on a certains éléments qu'on n'a pas publiés à cause de ça, parce que je trouvais que ça allait trop loin. Et voilà un peu ce qui s'est passé. Mais c'est vraiment, ça se passe dans toutes les rédactions, dans toutes les sociétés. Quand on ne voit pas exactement... il voulait faire un média beaucoup plus engagé. Et moi, je pense avec François, tout ce qu'on avait fait à l'époque, avec toute l'approche scientifique qu'on avait, il fallait qu'on asseye l'autorité scientifique et la légitimité de François sur sa capacité de journalisme d'investigation analytique. Ce que tu estimais qu'il ne proposait pas suffisamment, donc. Ce que j'estimais qui dénaturait, oui. Proposer ça allait trop loin. En fait, donc quelque part, le mariage des genres n'a pas pris à ce sujet-là. Et au final, comment ça s'est passé votre rupture? Et tu me pardonneras un petit peu cette expression. C'est qui a cassé entre vous? C'est plutôt toi, c'est plutôt lui? C'est un commun accord? Qu'est-ce qui s'est passé sur la fin? Tout ça a beaucoup fait parler, c'est pour ça que je te questionne. Moi, je me suis pas exprimé là-dessus. Je tiens pas forcément à m'exprimer. C'est la vie des entreprises, et pour moi, ça fait pas partie des choses sur lesquelles j'ai envie de m'exprimer. D'accord, ça rentre pas dans le cadre d'un défi de la vérité. Bien sûr que ça peut rentrer dans le cadre d'un défi de la vérité, mais là, ce sont des choses qui rentrent dans la vie d'une société. Et puis chacun aura son point de vue. Il y a des points de désaccord, il y a des points d'accord. Et j'estime que c'est pas d'intérêt pour les lecteurs. D'accord, très bien. Je vais t'interroger sur un tout dernier sujet avant que nous rendions l'antenne. Tu l'as abordé un petit peu tout à l'heure au sujet de Pierre Lazareff et l'héritage que François représente, notamment celui d'un passé de résistant. On sait que François aussi considéré sur l'échiquier politique comme un média, un titre de droite. On sait aussi que dans la période des années 2000 où le titre est passé un peu de main en main, notamment dans les mains de milliardaires russes, il y a eu un moment où il y a eu un virage au niveau de la ligne éditoriale pour l'orienter beaucoup plus vers l'extrême droite. Moi, ce que j'aimerais te poser comme question aujourd'hui, tu considères François sur l'échiquier politique sur quelle teinte, quelle nuance? Est-ce que tu considères que c'est toujours un média de droite? Est-ce que tu considères que c'est toujours un média d'extrême droite? Ou est-ce que tu considères que c'est un média différent, généraliste, que sais-je? Quelle est ta réponse sur ce point? Moi, j'aimerais que François soit considéré d'abord à sa juste valeur comme étant un média qui a contribué à l'information loyale, indépendamment d'une ligne politique. Et c'est ce qu'on a essayé de faire. Je pense que le traitement des gens, le soin des Français n'a pas de couleur politique. Quand il s'agit de regarder la politique d'un gouvernement ou une politique sanitaire qui est en jeu, c'est une politique qui est faite par un gouvernement qui a une couleur politique. Quand je critique, c'est pas la couleur politique que je critique, c'est la politique sanitaire. Quand on critique la science, on critique la science. Donc, aujourd'hui, tous les gens qui ont critiqué la politique sanitaire, on a dit que c'était des gens d'extrême droite. Donc, c'est par association qu'on a été mis dans c'est pas par volonté. Je pense pas que la rédaction ait une couleur politique. Alors, pour faire simple, on voit quand même fréquemment dans les interviews qu'on se retrouve avec, bon, je pense à Loïc Hervé qui est venu fréquemment, mais il y en a d'autres, on retrouve des personnalités qui sont plutôt issues du monde politique de droite, et elles sont très rares les personnalités du monde de gauche à se retrouver dans François. Comment tu expliques cela, du coup? Mais Wolf, ça c'est un sujet dont on a parlé. Moi, on a invité beaucoup de personnalités de gauche, ce sont elles qui n'ont pas voulu venir. On les a invitées aujourd'hui. Donc, moi, je les invite sur le plateau, et j'espère que justement,
contribuant, toi avec tous les contacts que tu as, en contribuant au fait qu'on veut ouvrir ce plateau à d'autres personnes. Notre challenge, c'est de montrer qu'on a un média pluraliste. C'est ça notre travail. Je n'ai pas de parti pris politique. Je suis plutôt, on va dire, libertarien dans ma façon de voir les choses. On va dire, la personne qui m'a le plus influencé dans la thèse que j'ai écrite, c'est Proudhon. Donc, alors Proudhon, on va dire, il a eu son côté anarchiste, mais il a aussi écrit sur la mutuelle et la banque du peuple. C'est d'ailleurs pour ça que la société s'est appelée Mutualized Corporation, parce qu'il avait écrit sur la notion de mutuelle. Donc, la mutualisation de l'information, toute cette inspiration est allée chercher là-bas. Parce que quand on dit que la propriété c'est du vol, je pense pas que ça soit une thèse d'extrême droite, ce genre de choses. Et je l'ai même écrit dans un des éditos. Même parler de Proudhon d'extrême droite, de toute façon, c'est ça qu'on aura du mal à trouver le lien. Et on aura du mal. Et donc, ce qu'on essaye de faire, c'est d'être un média ouvert, de débattre. Moi, j'ai envie de débattre avec des gens qui ont une idéologie de gauche, de droite, qu'elle soit extrême ou modérée, parce qu'aujourd'hui, on a même parlé de la République en marche comme étant de l'extrême centre. Donc en fait, la gauche, la droite, c'est un axe, le modéré jusqu'à extrême, c'en est un autre, et nous, on essaye d'opérer dans ce plateau. Ouais, tu défends vraiment une volonté pluraliste, c'est ce que tu es en train de nous dire. Totalement. En tout cas. Donc après, au lecteur de vérifier si c'était effectif nous, ou pas. On est un journal, à la base, on veut débattre, on veut que les gens puissent débattre de manière constructive, et pas à charge, uniquement, à charge et à décharge. C'est-à-dire que si quelqu'un a quelque chose, et je suis prêt à débattre avec quelqu'un autant d'extrême droite que d'extrême gauche, il s'est trouvé que les gens qui ont combattu la politique sanitaire étaient plutôt des gens qui étaient à droite. Mais de tout temps, on va dire, c'est comme ça. Hein. Ça s'est passé comme ça dans la Deuxième Guerre mondiale et dans d'autres conflits. Donc, je pense que c'est pas parce qu'on s'est associé avec des gens qui ont combattu la politique sanitaire ou qui se sont opposés à cette politique sanitaire qu'on est forcément catégorisé et qu'on devrait être catégorisé parmi les gens d'extrême droite. Je m'en défends. Très bien. Dernière question, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi et à François pour la suite ? Je pense que ce qu'on peut surtout souhaiter, c'est à l'équipe. On a une équipe de jeunes aujourd'hui dans François qui est super dynamique. Moi, tout ce que j'aimerais faire, c'est avoir la possibilité, ce que j'ai fait dans plein des autres entreprises que j'ai gérées, c'est m'effacer. J'étais pas fait pour apparaître à l'écran, pour discuter. Je suis juste sorti du bois parce qu'à un moment, il y avait besoin d'incarner une forme de leadership. Donc, qu'on peut souhaiter, c'est que cette entreprise prospère, que ces jeunes puissent trouver leur place et qu'ils puissent eux-mêmes de devenir les journalistes de demain et de devenir le média de demain, de transformer les médias. Voilà. Super. Écoute, merci Xavier pour avoir pris le temps de répondre à ces questions. Merci à vous tous de nous avoir suivis pour ce défi de la vérité. Pour ma part, je vous retrouve ici ou ailleurs un peu plus tard. Je vous dis à très bientôt et je conclurai ce défi de la vérité par ces mots tout simples. Vive la presse libre.